Ils ne sont ni parmi les morts, ni parmi les blessés. Ils sont obligés de faire le deuil dans les doutes et la confusion. Je fais des constats souvent, je voudrais vous faire réagir. Il semble que le Mali a obtenu 9000 pèlerins cette année, 1500 pour l'État et 7500 pour les agences. Il semble que entre les agences, il y a des achats qui se font. Moi, on m'a attribué 1000, j'en ai besoin de plus, j'en achète avec une autre agence. Est-ce que vous confirmez? Et les agences de voyage et de tourisme, c'est comme ça que c'est intitulé, relèvent du ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Quelles sont vos relations avec ces agences? Je veux parler des relations de votre ministère et ces agences. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des pèlerins qui vont dès le départ avec l'intention de rester et qui y restent aussi? Merci bien. C'est juste. Très bien. Alors, Aziz Amint. Merci, Président, Madame, Monsieur les ministres, chers collègues députés. Permettez-moi tout d'abord de présenter mes condoléances aux familles des disparus et prompt rétablissement aux blessés. Cette occasion, Président, est la seule opportunité légitime pour dissiper les points d'ombre afin que les rumeurs soient tues à jamais. D'où ces questions, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, quelle appréciation faites-vous de la gestion du Hajj 2015? 2. Combien d'agences de voyage sont impliquées dans la gestion du Hajj et quels sont les critères de sélection? Monsieur le ministre, à l'heure actuelle, il y a combien de morts précises, combien de blessés et combien de portés disparus? Pour terminer, ne pensez-vous pas, Monsieur le ministre, que le gouvernement doit se retirer de la gestion afin de jouer pleinement son rôle d'arbitre? Je vous remercie. Merci, Aziza. Alors, c'était le groupe Alima Asma. Non inscrit. Il est où? Bon, voilà. Est-ce que vous savez, votre temps de parole, vous connaissez? Chaque non-inscrit a droit à 25 secondes. Merci, Monsieur le Président. J'espère que cette fois-ci, nous nous sommes bien compris, les non-inscrits. Il n'y a pas de deux intervenants. Je serai le seul à intervenir au compte des non-inscrits. Non, c'est pour vous mettre à l'aise. Donc, nous avons deux petites questions, dont la première a été prise en compte par les collègues députés qui sont passés. Donc, je donne la deuxième question. C'est adressé au ministre de la Culture. Monsieur le ministre, l'organisation du Hajj de 2015 a fait l'objet de beaucoup de critiques. Et nous avons le regret de constater son échec. Quelles leçons vous tirez, s'il y en a? À la lumière de ces leçons, quelles sont les innovations que vous comptez apporter? Merci. Voilà, donc c'était là. Bon, je fais remarquer quand même que les temps de parole ont été épuisés totalement. Il y a eu peut-être quelques 15 secondes pour le VRD. Non, 35 secondes pour le VRD. L'ADEMA, il reste 1 minute seulement. Hein, APM? Il y a 2 minutes 30 pour Zoumananchi, c'est tout. Le RPM? 22 minutes. Ok, c'est bon? Voilà. 22 minutes pour le RPM, 2 minutes 30 pour l'APM. Et non inscrit, c'est épuisé. L'ADEMA, il y a 1 minute.
1 minute là, l'imam. Ah oui. Donc, Aziz a laissé 1 minute, Ya Sangari a laissé 1 minute. Ça fait 2 minutes pour l'aliment. Le Verdé a, je crois que, en dehors de 35 secondes là. 6 minutes pour Mahamadou Awagassama. 35 secondes. Hein? Pardon? Non inscrit? Comment 2 minutes? Hein? Oui, il y a 2 minutes 16 au total. Mais où est l'autre? Oui, parce que je ne veux pas vous donner ça et puis après il revient me dire que... Ah, il est là? Ah. Ah bon, c'est bon, hein? Ah voilà, c'est bon. Donc il y a une... Il reste 1 minute 45 pour les non-inscrits. 1 minute 45, c'est bon. Alors ça, c'est déjà donc la fin du premier groupe. Nous allons passer la parole à présent. Ça va être difficile, je ne pense pas. Est-ce que vous avez fait une répartition entre les deux? Hein? Vous avez fait une répartition? Très bien. Alors dans ce cas, il y a combien de minutes pour... Hein? Et voilà, à présent, la parole est au gouvernement pour la série de réponses et la ministre en charge des relations avec les institutions apporte des précisions. Nous proposons 15 minutes de réponse pour le ministre en charge du culte et des affaires religieuses et les 45 autres minutes pour le ministre en charge des affaires foncières. Merci. Monsieur le ministre, mais attendez, il y a un deuxième passage, hein? Et vont eux-mêmes, voilà, c'est ça, c'est bon. Alors, monsieur le ministre, vous avez la parole pour les questions qui vous ont été posées. Bien, bonjour l'Auguste Assemblée, bonjour honorable Monsieur le Président. Alors, permettez quand même, Président, de vous dire que votre petite salle est chouette. Hein, c'est acceptable avant qu'on voit la grande salle quand même. Hein. Très bien. Alors, je ne vais pas prendre les questions individuellement, un brassage général. Ce que je voudrais dire, d'abord, c'est de remercier l'esprit qui a sous-tendu ces questions, parce que je me faisais des interrogations personnellement. Je me disais, c'est une affaire religieuse, spirituelle. Je me retrouve devant des politiciens. Et comment on va gérer ça? On est peut-être le seul pays au monde qui a subi cette tragédie, mais qui fait une interpellation. Alors, mais je crois que chacun d'entre nous a ce subconscient croyant et qui fait qu'au regard de cette humilité dans les questions, je vous dis déjà merci de cette approche. Mais au-delà de ça, les questions posées, c'est normal. Je crois bien que c'est ça la beauté de cet exercice démocratique. Interpeller, voilà, éclairer, hein, dans un respect total. Voilà. Alors, pour ce qui est généralement des questions de quotas, d'abord, comment les agences, comment ils sont élus? Alors, les agences, je crois qu'il y a cet aspect qu'il faille que vous compreniez. C'est que le département travaille avec les agences qui sont créées sans le département. C'est des agences créées à l'origine pour être des agences touristiques, par un autre département, à un autre niveau. Alors, mais il s'est fait qu'au regard des circonstances de ce que nous connaissons dans le Nord, et au regard aussi du fait, parce qu'en fait, ces agences, quand même, c'est une main-d'œuvre, c'est une employabilité qu'ils créent. Alors donc,
on les a reversés dans le domaine du pèlerinage pour qu'ils puissent être encore utiles. Et cela aussi, quelque part, résorbe le chômage au niveau de du monde des arabophones. Parce que vous regardez, les 2/3 de ces agences sont gérées souvent par quand même des ressortissants, des diplômés en langue arabe, etc. Donc il y a cet aspect qu'il faut comprendre. Donc ils se retrouvent dans un département et qui aussi est en maturation, hein, qui est alors donc juste réduit au cabinet pour le moment. Alors donc cela fait que nous ne sommes pas dans une logique de chercher à savoir autre chose. Mais qu'est-ce que nous faisons à travers la direction qui s'en occupe, la maison du Hajj? C'est qu'il faut qu'ils soient créés un an à l'avance, qu'ils aient des documents administratifs et qu'on ait la sûreté qu'ils ne sont pas suspendus en Arabie Saoudite. Parce que certaines agences, pour souvent certains comportements, se retrouvent être suspendus en Arabie Saoudite. Alors s'ils répondent à ces critères, et donc ils ont droit aux quotas. Évidemment, l'État malien a droit à 9000 quotas, 9000 pèlerins. Alors ces 9000 pèlerins, nous les avons et nous les mettons à la disposition des agences. Et en les mettant à la disposition des agences, d'habitude, d'abord, il faudrait que l'on comprenne que des pèlerins, les quotas n'est attribué qu'à l'État malien. Ce n'est pas des agents. C'est l'État malien qui est connu comme seul responsable des pèlerins en Arabie Saoudite. Alors maintenant, l'État, au regard d'un certain moment où certainement nous étions encore plus jeunes, mais les gens s'y rendent compte, où il y a eu beaucoup de pas agréables d'actions, alors donc aussi a laissé ses quotas avec ses agences et a retenu 1500 pèlerins pour la filière gouvernementale. Et ces 1500 pèlerins pour la filière gouvernementale, plus donc les 7500 des filières privées, ça fait 9000 pèlerins. Alors la répartition des 7500 du quota des agences privées se fait entre eux. Ils se retrouvent, cette année c'était sous le chapeau de la maison du Hajj, un quota dont la répartition pouvait prendre une semaine, ils l'ont fait en moins de 6 heures. Chaque agence a posé sa signature pour confirmer qu'il est d'accord avec son quota. Et maintenant, les conditions de répartition de ces quotas entre ces agences, c'est eux qui le savent. Alors, ensuite, on me demande, on a parlé des questions de visa. Et, vous savez, c'est vrai, on dit qu'il y a le visa ordinaire qu'on donne à l'État par rapport aux pèlerins et le visa qui est donné aux ouvriers. Alors, je crois que le terme visa moujouad, je crois bien. Alors voilà, c'est ça la différence. C'est-à-dire que le visa qu'on donne aux pèlerins est un visa pèlerin, et l'autre c'est pour ceux qui vont travailler et qui ont droit à ce visa. Mais dans des exceptions, il se fait que donc le consulat de ce pays nous en donne pour résorber souvent le déficit. Alors on nous dit comment s'explique ce phénomène de présence d'étrangers au-delà. Moi je vous le dis franchement, la filière étatique, la filière gouvernementale, mais au-delà de tout cela, ces éléments dits d'extérieur au-delà, je n'ai pas connaissance. J'entends parler, mais quelle est la preuve que je peux avoir? Aucune agence ne m'a dit j'ai des Guinéens, j'ai des Sénégalais. Et c'est pourquoi un peu souvent je me dis il ne faudrait pas qu'on ait de la filie critique, hein, qu'on soit à exposer certaines choses qui sont des linges sales. Hein? Moi je n'en connais pas. Ce que je connais, j'ai vu des passeports, et là je ne l'ai pas vu. Les passeports sont enregistrés. D'abord, les dossiers sont déposés au niveau du service de l'État qui s'occupe des passeports. C'est expédié à ce service. Il les fait venir. La maison du Hajj ne procède qu'à l'enregistrement des passeports pour le visa électronique. En fait, c'est-à-dire que le visa, il ne se fait même pas ici, il est électronique. C'est les éléments sur le passeport qui sont enregistrés, envoyés en Arabie Saoudite et les visas sont produits. Donc, il n'y a aucune possibilité de manipulation haute. Et le ministre que je suis, mon directeur de la maison du Hajj est là, je ne connais pas le code d'entrée de cet appareil, je ne connais pas. Le directeur de la maison du Hajj, il n'invente rien, c'est la même chose. Ça vient, et souvent même, il y a eu certains, simplement par des simples erreurs sur le nom, les visas, ma foi, n'ont pas marché. Et c'est pourquoi souvent, il y a eu quelques petits quiproquos un peu qui n'ont pas été compris. Aussi, on me dit le bilan de la tragédie. Alors, le bilan de la tragédie, nous avons 312 décès.
312 décès identifiés, dont 26 de la filière gouvernementale. 312, dont, 26 de la filière gouvernementale, 34 disparus, tous de la filière privée, et puis 2 blessés en Arabie Saoudite, tous aussi de la filière privée. Et vous aviez un de vos, je ne sais pas, on dit collègues ou camarades, qui est Tangara, qui est venu. Et malheureusement, je vous apprends ce matin qu'il y a une dame que nous avons reçue qui était blessée aussi, qui a été rapatriée, et malheureusement qui est décédée ce matin aussi. Voilà, donc paix à son âme. Alors, donc, on me dit les dispositions. Les dispositions, vous savez, en réalité, il y a eu cette tragédie. Mais il ne faudrait pas qu'on pense que le pèlerinage, parce qu'il y a eu cette tragédie, alors il a été. Non, c'est tous les pays du monde qui en ont été frappés. Et je peux vous rassurer, qu'en vous donnant ce nombre, vous avez un pays qui ne vous ont pas donné leur nombre. Ils n'ont pas donné. La participation du département, l'honorable a demandé à ce qu'on devrait être là-bas, évidemment. On y était, j'y ai été, j'y suis venu, la délégation est venue, mais nous avons mis en place une structure à travers les véhicules qu'on a laissés à la disposition. Et il y a eu, je crois, les agences, vous les demanderez, ils vous diront que nous avons travaillé en synergie. Nous avons travaillé en synergie, et le directeur de la maison du Hajj vient d'effectuer à peu près 1 mois avec eux là-bas, est revenu dans les cas où les disparus n'ont pas été identifiés. L'État saoudien a donné, je ne sais pas un terme médical comment on peut les appeler, en tout cas ce qui nous permet de faire un prélèvement pour une comparaison ADN pour les disparus. Et je lui ai autorisé à remettre ça aux agences qui ont dénombré ces disparus. Donc le problème, il ne se pose pas. L'encadrement, on m'a parlé de l'encadrement. L'encadrement, vous savez, en réalité, moi j'ai un problème. Je suis avec un monde très, très, très particulier. Alors, il est facile, moi je vous le dis franchement, d'être dans des visions plus ou moins alambriquées, dithyrambiques même, mais en réalité, soyez là-dedans pour comprendre. L'encadrement, ils étaient à combien quand nous venions? Ce n'était pas plus de 10 encadreurs, dont 2 ou 3 femmes. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé presque triple ce nombre. Au-delà de cela, les gens pensent que l'encadreur, c'est l'encadreur militaire. Non, ce n'est pas l'encadreur militaire. Il est là pour participer, orienter, mais il n'est pas là, comme penseraient d'autres, que le drame est en train de se faire où est-ce qu'ils étaient avec leurs muscles pour empêcher. Non, pas du tout, je regrette, ce n'est pas ça l'encadrement. Ils sont là pour apporter des informations, un encadrement spirituel aux différents pèlerins afin qu'ils comprennent tel lieu, tel site touristique, telle phrase doit-elle être dite à tel niveau du haram où vous avez là où réellement Abraham s'est mis à implorer Dieu pour sa descendance. C'est ça l'encadrement. Et aussi à prêcher, parce que vous avez des gens qui souvent selon les maladies, selon l'état, ils ratent certaines prières, les femmes en situation particulière. Alors donc, je crois que c'est ça l'encadrement. On a parlé aussi de l'encadrement socio-médical. Alors, je crois qu'il faut comprendre, pour les délégués médicaux, et c'est ça la particularité que nous développons, nous sommes un département transversal. Donc pour l'aspect médical, je fais une correspondance au ministre, à mon homologue, à mon collègue de la Santé. Oui. 5 minutes sur les 15. Oui. Est-ce que vous ne voulez pas vous ménager un peu pour... c'est presque fini. C'est fini, je prends 2 minutes là-dessus et puis voilà. Alors, donc, et qui fait une liste, de médecins officiels de l'État et qui désigne le responsable de ce groupe d'encadrement des médecins. Alors donc là, les choses sont très claires. Quel autre point? L'appréciation. Mais c'est ce que je vous dis, dans l'ensemble, je ne parle pas de la tragédie. Mais pour ce qui est de la filière gouvernementale, ils étaient à 5 minutes du haram, ils pouvaient prier dans leur hôtel, ils pouvaient prier là-dedans parce qu'il y a le système haut-parleur Bluetooth pour des hôtels qui sont à quelques mètres du haram. Ils sont considérés presque comme dans le haram. Donc, le logement, la nourriture, le problème, il ne se posait pas. La filière gouvernementale, on a dit, on va y penser. Je crois qu'on est en synergie. Le Premier ministre, sur son instruction, nous a demandé d'élaborer une journée, de concevoir une journée de réflexion et d'élaborer un cahier de charges, qui sera cette fois-ci un cahier de charges qui ne serait plus le cahier de charges fait à l'époque par l'Office malien du tourisme,
mais plutôt un cahier des charges qui serait fait en tenant compte de l'aspect pèlerinage religieux, hein, pour répondre à ce critère. Alors donc, voilà grosso modo. Certainement, un second passage nous permettra d'éclairer d'autres propos. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Alors, à présent, c'est Monsieur le ministre des Affaires foncières. Ça fait... Il reste combien? 12 minutes, il vous en reste 3 sur les 15. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée, honorables Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, il me revient de répondre à vos questions que je vous félicite de m'avoir posées parce que toute question appelle un besoin d'éclairage, un besoin de compréhension, donc une démarche de l'un vers l'autre pour partager une préoccupation. Et vous n'avez pas tort, il y a une préoccupation foncière au Mali. Et j'ai été très heureux ce matin lorsque le ministre chargé des Sports est intervenu, que vos propos aient clairement laissé entendre que la loi est faite pour être appliquée et pas autre chose. Il ne s'agissait pas du foncier, il s'agissait du sport, mais c'était heureux de l'entendre, ici surtout, parce que vous êtes les maîtres d'œuvre de la loi et le gouvernement est maître d'ouvrage délégué de l'application de la loi. Alors, que la loi soit claire, c'est une bonne chose. Que son application respecte cette clarté et l'esprit que vous y avez insufflé au départ, c'est cela l'état de droit. Donc, je dis que je suis très heureux de parler des difficultés foncières. On a beau dire, si aujourd'hui, tout le monde s'entend pour dire qu'il y a des problèmes fonciers, c'est vrai, ils existent. Et pourtant, il y a des lois. Et les lois, au départ, sont des solutions. La loi est une hypothèse qui prévoit une chose et en donne la solution à l'avance. Et donc, cette solution étant acceptée par les représentants du peuple que vous êtes, si cette solution est correctement appliquée, j'ai du mal à comprendre que cela pose un problème à ce peuple, si vous le représentez. Une fois qu'on a dit ça, vous m'avez demandé quelles sont les autorités qui sont habilitées à octroyer des terrains. Je crois que c'est défini par l'article 33 du décret pris en la matière et qui dit que lorsque la superficie du terrain est inférieure ou égale à 2 hectares, eh bien, c'est donné par la décision du délégué du gouvernement dans la commune. Lorsque la superficie du terrain est supérieure à 2 hectares mais inférieure à 5, par décision du délégué du gouvernement dans le cercle. Lorsque la superficie est supérieure à 5 hectares mais inférieure ou égale à 10, par arrêté du délégué du haut-commissaire. Lorsque la superficie du terrain est supérieure à 10 hectares mais inférieure ou égale à 50 hectares, par arrêté conjoint des ministres chargés des domaines et de l'administration territoriale.
Voilà les modes, les personnes qui sont habilitées de par des décrets. Je crois que ces autorités sont connues. Vous m'avez demandé s'il y a des insuffisances dans le code domanial et foncier. Oui, je réponds qu'il y a des insuffisances. La preuve, il y a des propositions qui émanent de votre Parlement pour amender. La preuve, il y a en ce moment une commission qui est à pied d'œuvre pour travailler sur le texte et voir en quoi il peut évoluer. Cette commission interministérielle, elle n'est pas propre qu'à l'administration des domaines. Elle réunit l'ensemble des personnes susceptibles d'intervenir dans ce domaine, y compris les domaines, y compris le ministère de l'administration territoriale, y compris le ministère de l'urbanisme, y compris tout simplement toutes les personnes, le ministère de la Justice, ainsi de suite. Ce n'est pas ma personne qui travaille sur ces textes, et peu importe les jugements que vous pouvez porter sur la valeur de leur travail, mais je le respecte. En son temps, ce travail sera soumis à d'autres qu'à moi, et il ne sera pas mon travail, il sera le travail du gouvernement. On le proposera, et j'espère que ça aidera à faire évoluer les choses. Pourquoi n'y a-t-il pas de cadastre? La question a été soulevée il y a, depuis fort longtemps au Mali, une direction nationale des domaines et du cadastre. Mais le mot est galvaudé. En réalité, le mot cadastre, il est galvaudé, puisque un cadastre suppose un certain nombre d'éléments. C'est un outil de gestion. On ne l'invente pas du jour au lendemain. En France, on a mis 150 ans pour mettre en place le cadastre. Au Mali, on ne s'y est pas beaucoup penché, pour dire la vérité. On a eu des éléments pour faire le cadastre, des informations foncières qui peuvent entrer dans la création du cadastre. Mais on n'a pas mis en place un cadastre parce qu'il coûte cher. Il faut faire le géoréférencement de tout notre territoire, qui est peut-être 3 fois plus vaste que la France. Il faut avoir de l'argent pour faire tout cela. Prenons les budgets donnés ou consacrés au domaine de l'indépendance à nos jours, vous verrez qu'il n'y aurait pas un budget qui ait été décidé pour faire le cadastre réellement au Mali, bien qu'une administration de cadastre était là, mais pour ne recueillir que des informations pouvant entrer dans le cadastre. Donc, c'est clair que le Mali doit se donner les moyens de créer un cadastre et ça éviterait beaucoup de malentendus. Vous m'avez demandé aussi sur la suspension. Je dirais que la suspension, elle a été décidée pour un certain nombre de raisons. Elle a été décidée d'abord parce que le gouvernement a voulu tout simplement organiser un peu le secteur foncier. C'est la première fois que l'État du Mali suspend pour une durée aussi déterminée. La pratique était de suspendre et de dire que la suspension serait levée jusqu'à nouvel ordre. Elle va durer jusqu'à nouvel ordre. On a voulu pour la première fois inscrire la suspension dans un délai et cela nous a permis de prendre le décret sur le prix de cession des terrains pour nous rapprocher un peu des cours du marché. Cela a permis aussi l'analyse des données de la conservation foncière de Bamako et de Kati. Et nous sommes en train en ce moment de déménager la conservation foncière en lieu sûr, notamment à la Bibliothèque nationale, où nous sommes en train de recenser de façon informatique les versions papier qui parfois jonchaient le sol dans les bureaux qu'on appelait archives et qui étaient en plein marché.
nous sommes en train vraiment d'y mettre de l'ordre. Donc, cette suspension, c'était pour nous permettre d'organiser un peu cela et d'organiser aussi la maîtrise des sessions de terrain. Mon sentiment est que les suspensions, c'était pour permettre, lorsque je suis arrivé, d'entreprendre une fiche de réforme. Nous l'avons fait. Nous avons recensé des données très importantes sur Kati et Koulikoro. Ces données vont être disponibles dans les jours qui vont suivre parce qu'ils ont été collectés, collationnés et nous sommes en train de les valider. Cela dit, et j'en aurais fini par rapport à la suspension, une frénésie de spéculation était née la veille des élections communales. Et il faut le dire, à l'époque, j'étais ministre de la Justice et l'argument a été reçu par le gouvernement qu'il fallait mettre un frein à cette frénésie. Dans les villes, les places publiques, les espaces verts étaient tout simplement vandalisés par des procédures de cession qui ne devraient pas avoir cours, puisqu'il s'agit du domaine public, ces espaces, et qui n'avaient fait l'objet de cession par aucun acte à ces autorités municipales, eh bien, on les distribuait comme du petit pain, comme si l'État n'existait pas, parce que c'est aussi cela. Et l'État existe bel et bien, le domaine public existe bel et bien, et c'est vous qui avez décidé que nul n'a le droit de le céder en tant qu'autorité s'il n'a pas été mis dans le domaine privé et qu'il soit affecté. Et pourtant, il est cédé sans être affecté. Donc, je sors de cette question en vous donnant ces informations. Vous m'avez demandé à propos des annulations. Et je crois que j'ai dit à l'entame de mes propos que j'étais heureux d'entendre que la loi doit s'appliquer. Tout simplement, elle doit s'appliquer. La décision de justice doit traduire la légitimité qui donne naissance à la loi et non la contrarier. Elle ne peut pas s'opposer, la légalité ne peut pas s'opposer à la légitimité des droits acquis. Excusez-moi, ça aussi c'est un fait. La terre coutumière procède d'une légitimité de droits acquis venus dans le patrimoine de chacun et de tous par des voies d'héritage reconnues selon nos coutumes, selon la tradition, et c'est cela aussi qui donne lieu à des droits acquis. Donc lorsque nous voulons parler de respect de ces droits, le Code domanial a mis en place un certain nombre de précautions, notamment les enquêtes, notamment la sincérité des actes. La loyauté dans l'application de la loi est un critère de réussite de la loi. La loi appliquée sans la loyauté et donc tombant dans ce qu'on appelle le compérage, autrement dit, le manque de déontologie qui doit motiver et animer celui qui est en charge de l'application de la loi, eh bien, la loi, en ce moment, reçoit à partir de son application une perversion qui la dénature et qui fait que son objet devient inaccessible. C'est aussi cela. Qui a le contrôle donc de la régularité et de la sincérité des actes qui permettent d'aboutir à la création du titre foncier. Et lorsque nous parlons de procédure, de création d'une chose, quel que soit le domaine du droit, la loi de procédure est une loi d'ordre public et sa violation entraîne
ipso facto l'annulation de l'acte qui en est résulté. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans le droit ça. Alors, comment il se fait que tout un village, des personnes, non, des communautés entières, leur terre fait l'objet de titres fonciers et ils se lèvent pour venir demander, pour dire, on a créé des titres, nous n'étions pas là. Nous entendons certains arguments. Oui, un tel a vendu, un monsieur a vendu, deux messieurs se sont entendus pour vendre. Mais c'est le reste de la communauté, le reste de leur famille qui vous disent on n'était pas au courant, on n'est pas d'accord. Mais alors, est-ce que la propriété commune peut être livrée à la disposition de deux personnes qui privent le reste de la communauté de partie des droits que cette communauté dispose sur le bien commun, le bien indivis? Non. Il s'agit là aussi d'une vente qui ne vaut pas. Qui ne vaut pas. Excusez-moi. Alors, nous nous sommes placés, vu la multitude des réclamations en matière foncière, sur la compréhension de ce phénomène, sur son modus operandi, sa façon d'intervenir, et nous avons constaté que tout simplement, la mauvaise pratique est en train de faire en sorte que la loi s'oppose dans une proportion et une masse critique telle à la légitimité populaire que nous sommes dans un moment où on peut parler de l'imminence de la rupture de la paix sociale à cause de la mauvaise application de la loi. Non pas de l'absence, mais de sa mauvaise application. Et je pense que le gouvernement doit prévenir. Gouverner, c'est prévenir, c'est prévoir. Et si ce conflit-là, on peut déjà le lire à travers la manière dont les lois sont appliquées, que le gouvernement prenne en charge la question en regardant de près, ce n'est que normal. Et deuxièmement, lorsque nous parlons des annulations, eh bien, je dis l'acte légalement pris, on ne l'annulerait pas. Mais lorsque, dans le même espace, on va créer 100 titres fonciers ou 200 titres fonciers de 10 hectares, parce que la compétence c'est 10 hectares, en concession rurale, et qu'on ne veut pas parler de code d'investissement, et dès lors qu'on a les titres, on bascule dans le code d'investissement, là aussi, c'est tout simplement, j'allais dire, une sorte de grivellerie par rapport à la sincérité de l'application de la loi. On triche. Est-ce que nous pouvons nous accommoder de toutes ces tricheries et de toutes ces libertés que nous prenons par rapport à la sincérité et à la loyauté de l'application de la loi? Je ne crois pas. Aucun pays ne survivrait à tourner les dos lui-même à ses propres lois et à leur bonne application. Aucun. Dans l'histoire, ça n'existe pas. Et pourquoi notre pays voudrait que nous acceptons? Et pourquoi notre pays voudrait que... Monsieur le Président, il m'interrompt, donc tenez-en compte. Les membres de... Oui, mais tout le monde parle ensemble. Là, attends, une minute là. Ouais, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Il est dans la salle. Il n'est pas député. Qu'est-ce qu'il fait dans la salle? Bon, hein? Pas de mon cabinet. Bon, pardon, excusez-moi. Je voudrais considérer ça comme, disons... Non, pardon. Non, attendez, pardon. On ne va pas humilier les gens. Attendez, pardon, excusez-moi. Tout à l'heure, vous avez applaudi vous-même. D'accord? Ça peut arriver. Mais j'ai dit, on va reprendre ceci.
la personne qui va encore faire des manifestations de cette espèce-là, eh bien, je vais franchement la mettre dehors. C'est un dernier avertissement. On continue. L'interruption, vous en tenez compte, ok? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, Madame les députés. Alors, vous m'avez dit qu'il y a beaucoup de procès. Combien on a gagné, combien on a perdu. Eh bien, moi, je vous dis effectivement qu'il y a beaucoup de procès. Mais je vais vous dire une vérité qui est claire parce qu'elle existe, elle n'est pas inventée. Tous les agents de l'État ayant pris sur eux de pervertir l'application de la loi ont été l'objet d'une plainte avant que les demandes que nous entreprenions les annulations. Mais aucune de ces plaintes n'a été instruite, y compris au niveau, tout simplement, de la police judiciaire, parce que si on allait au bout de ces plaintes pour faux, usage de faux, pour coalition de fonctionnaires contre les intérêts de l'État, pour forfaiture, je me demande si on pouvait annuler avec tout cela, alors que toutes les preuves sont dans les dossiers. Et pourtant, on a bloqué aujourd'hui encore ces dossiers et on a jugé les annulations en moins de 3 mois. Certaines de ces plaintes datent de janvier, ils n'ont pas bougé de la police. Excusez-moi, c'est un dysfonctionnement, une fracture grave de l'État. Et pourquoi ne pas le dire? On le dit, parce qu'il faut être responsable. Et ces annulations, on a précipité les procédures pour en arriver à cette solution. Aussi, je dis bien, c'est des décisions que je respecte, mais ces décisions sont désincarnées de l'ensemble de la vision juridique qu'il y a autour du problème, et ils sont pris tout simplement dans le prisme de ce compérage et donc du manque de déontologie en la question. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité, messieurs les députés, et vous ne pouvez pas me dire que si vous prenez des lois, c'est pour qu'on ne les applique pas. Et pourtant, ici, il y a une application manifeste et une application sélectionnée de certains dossiers pour leur donner le résultat qu'on veut. Alors, écoutez, je le dis et j'assume ce que je dis. Les plaintes sont dans les polices judiciaires jusqu'à présent. Monsieur le Président, je crois que j'ai dépassé 20 minutes, mais je vais juste dire quelques mots de Souleymane Bougou. Souleymane Bougou, 21 minutes. Donc Souleymane Bougou, je vais vous le dire, c'est souvent quand j'y pense, c'est avec un sourire. Parce que tout simplement, on a fait fi de la solidarité gouvernementale pour désigner un exutoire, une personne qui doit assumer. Oui, je le dis. La gendarmerie, la police n'étaient pas sous ma responsabilité quand ils sont partis sur les lieux. Les bulldozers qui ont cassé n'étaient pas des domaines quand ils sont allés sur les lieux. Et je n'ai aucune autorité pour donner des instructions au ministre qui relèvent de là-bas. Je ne le dirai pas qui a donné. Je dis c'est la solidarité gouvernementale. Nous sommes tous solidaires. Et que le gouvernement est arrêté pour des raisons humanitaires, nous le comprenons. Ne refusez pas les explications. Ne refusez pas les explications. Et donc, une réunion s'est tenue au cours de laquelle le mot démolition n'est pas venu de moi. Il a été décidé et décidé. La création d'une commission a été rejetée. Et donc, quand je suis dans un collectif gouvernemental, que j'agis au nom de ce collectif, il est trop facile de dire « il a grand dos, c'est lui ». J'assume ce que j'ai fait, monsieur. J'assume ce que j'ai fait et la part que j'ai prise
dans la mise en œuvre d'une décision du gouvernement. Excusez-moi. Et n'allez pas me dire, c'est des autorités qui ont donné ce terrain en violation de toutes les lois. Aucun maire, aucun préfet n'a jamais aménagé un terrain avec des bornes électriques, avec des fossés, avec des goudrons, avec des bornes d'eau pour le donner en lettre d'attribution ou en PO. Tout le monde savait que c'était pour l'ACI. Et on a été squatté, vandalisé. Et ce sont ces squats qu'on veut défendre et non le droit. Non, je ne serai pas de ce côté, excusez-moi, je l'assume. Je veux que mon pays soit un état de droit et non un état où on s'amuse à falsifier l'application du droit. Je le veux et je le dis. Et par finir, lorsque vous me parlez des modes de cession de certaines terres, j'ai oublié un point que je vais préciser. J'ai oublié un point que je vais préciser. On dit que c'est donné par des actes administratifs ou par un acte notarié. Mais parce que les privés aussi, entre eux, ne font pas d'actes administratifs. 2 personnes privées n'ont recours qu'à l'acte authentique, l'acte notarié. Mais quand c'est l'État, la marque de l'État, c'est l'acte administratif et non le titre, et non l'acte notarié. Cela dit, tous les modes qui sont prévus, si on ne le donne pas par ce moyen, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit qu'en ce moment, sur proposition du ministre des Domaines, on saisit le Conseil de ministres pour que le Conseil de ministres donne son agrément pour un mode de cession. Donc c'est de l'illégalité de la plus grande espèce lorsqu'un directeur régional des domaines s'en va donner des terres déjà achetées par l'État, expropriation pour cause d'utilité publique, un décret d'affectation de ces terres au ministère des domaines, de l'urbanisme, que l'État aille là-bas et que l'État paye ces sommes et qu'après on passe derrière le dos de l'État, qu'on aille faire un échange, un mode non prévu par le Code, eh bien je le dis, ce n'est pas prévu. Et si l'échange devait intervenir, c'était sur proposition du ministre des Domaines au Conseil de ministres qui l'aurait adopté. Si cela n'est pas fait, on a violé la loi. Permettez qu'on le dise, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec être contre quelqu'un que de dire voilà ce que la loi dit. Et on me dit aussi, les banques. Parlons des banques, 2 minutes. La BDM, j'y étais, directeur de cabinet du ministre de la Justice. Ça a été pillé avec les documents fonciers sur lesquels on a exercé des expertises complaisantes. Moi, j'ai chez moi l'ensemble des hypothèques inscrites sur ces titres-là. Et pour les valeurs qu'on leur donne, allez-y voir les terrains. 1 hectare à Kati, on l'hypothèque pour 1 milliard de prêts. Non. Ça veut dire qu'on s'attaque au système bancaire, ce n'est pas moi qui fais peur, je donne l'alerte. Je dis attention, attention, la BDM est arrivée ici. Aujourd'hui, il y a des banques de la place. Si vous avez un certain montant de chèques, vous faites 3 jours, vous ne pouvez pas les toucher. Ils ont des documents fonciers à la place de l'espèce monétaire. Excusez-moi, c'est une réalité. Pourquoi nous allons fuir cette vérité-là? Et pourquoi le dire me ferait passer pour l'ennemi de tout le monde? Non, je suis pour ce pays, comme vous, qui vous ont mandaté. Mais moi aussi, j'ai le mandat de dire la loi. Vous avez le mandat de prendre la loi. Donc, je la dirai. Je ne vous empêche pas de la prendre. Vous ne pourrez pas m'empêcher de la dire. Excusez-moi. Monsieur le Président, je m'arrête là pour le moment. Alors, le deuxième tour. Pour le deuxième passage, on commence par les non-inscrits. Les non-inscrits en premier lieu, cette fois-ci. Hein? Combien? Monsieur le ministre, 27 minutes. Hein? 27, voilà. Bon, les non-inscrits, 1 minute 45 là.
Ah, ta motion, oui. Oui, venez. Alors là, où est mon ami là? Il ne vient pas. Oui, laisse juste, oui, un mot, oui. Donc, merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais attirer l'attention du ministre que dans certains de ces passages, j'ai comme l'impression que... je voudrais attirer l'attention du ministre de la Justice et disons des domaines que l'exercice ici n'a pas pour vocation de demander de ne pas appliquer la loi. C'est-à-dire que dans son passage, par 2 fois... attends. Il n'y a pas d'intervention à ce niveau. Non, je voudrais que des propos comme ça ne reviennent pas. On tirera les leçons plus tard. Merci beaucoup. Merci encore. Merci, Président. Je voudrais attirer l'attention du ministre qu'il y a une question par rapport à la place du cinquantenaire qui n'a pas été répondue. Et aussi lui poser la question. Ou bien le ministre a tantôt parlé de droit et de vérité. Est-ce qu'il nous dit le droit ou la vérité? Quelle est la différence entre ces deux? Merci. Ah non, vous ne pouvez pas en profiter pour poser une question. Hein? Ah non, je suis désolé. Ah, c'est ton deuxième temps. Ah oui, d'accord. Okay. J'ai cru qu'il était venu faire un truc et ensuite... ah oui, d'accord. Ouais, 30... chose, Araba, si tu ne veux pas perdre la minute là, il vaut mieux carrément dire tout parce qu'il n'y a pas de troisième passage. Hein. C'est bon? Bon, très bien. Monsieur le ministre, vous allez profiter tout à l'heure. Non, le deuxième passage, vous en profiterez pour répondre à ça. Donc, Adema Asma. Oui. Et quel est du temps? Ça, après ça, c'est fini. Hein? Adema Asma. Adema Asma, il reste combien? 2 minutes, il y a Sangaré. Il faut partir t'asseoir. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Hein? Non, je vais